Mesdames et messieurs, bonsoir, merci. Le conseil municipal, je voudrais commencer par une petite boutade. C'est la dernière fois que vous avez des bouteilles, puisque nous sommes dotés des carafes de la régie Eau d'Azur, qui nous a dotés, qui nous a offert les carafes. Et Madame, je vous demanderai de regarder, soit avec régie Eau d'Azur, soit de commander les verres recyclables, compostables. Et plus cela. Est-ce qu'on peut vous donner ceux de... Non, on en a bien sûr, voilà. Vous partagerez votre nom dessus. Ah non, mais je vais la donner à la maison. Moi je les ramasse déjà et puis on les remet. C'est très bien. Avec des couverts. Voilà, c'était la locale et les carafes sont très jolies. Alors, merci à tous. On a commencé là. Merci Alex. Le conseil municipal est ouvert. Madame Castel, je vous désigne comme secrétaire de la séance. Et Madame Castel, vous voulez bien faire l'appel. Madame Guido, vous voulez bien faire l'appel. Antoine Véran. Présent. Michel Castel. Thierry Miez. Présent. Ghislaine Vicini. Présent. Jean-Pierre Crazo. Présent. Ghislaine Ernst. Présent. Monique de Grandy. Présent. Patrick Marx. Présent. Jean-Claude Guérand. Présent. Daniel Taconi. Présent. Janine Planel. Présent. Georges Robert. Présent. François Sins. Présent. Mamouna Bonnefond. Présent. Jean-Louis Morella. Présent. Nathalie Leblond. Absente. Elle est dehors, en train de parler. Ah d'accord, ok. Donc voilà. J'avais pas d'infos. En train de parler. Alors, Michel Bourgogne. Présent. Isabelle Chemin. Et voilà. Elle a mis absente. Patrice Miraglia. Présent. Claude Ménevaux. Présente. Nicolas Braquet. Pourquoi? Ah, mais il avait donné un pouvoir. Oui. Hein. Par contre, autant pour moi, je sais qu'il l'a donné, mais je ne l'ai pas. Il faut que j'aille le chercher après, hein, mais il me l'a donné. Frédéric Salas a donné pouvoir à Alain Dodi. Alain Dodi. Présent. Ariane Masseglia. Absente. Absent. Absente. Jean-Luc Lopez. Présent. Jean-Claude Intartaglia. Absent. Absent. On continue. Pardon. Non? Olivier d'abord. D'abord, puisque on l'a pris sans... Ok. Alors, approbation, oui, effectivement, approbation du procès verbal de la dernière session du 19 décembre. Avez-vous des commentaires, des remarques? Non, c'est-à-dire que nous, c'est toujours succinct. Notre seul problème, c'est dû mettre les remarques de Mme Masseglia, c'était un petit amendement. Bien. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, je dois vous faire part de la démission de Madame Bouchon. Le courrier est ici. Et donc, j'installe Madame Aline Bayot au conseil municipal suite à la démission de Madame Josette Bouchon. Donc, Madame Bayot a donné pouvoir à Antoine Véran. Alors, je dois vous donner également le compte rendu des délégations de ce qui a été effectué entre le dernier conseil et aujourd'hui. Le grand livre est disponible, bien sûr, pour toutes les formalités comptables d'achat de travaux et le tableau est disponible, M. Ledy le connaît puisqu'il participe aux commissions d'appel d'offres du marché. Donc tous les marchés, tous les lots sont listés dans ces documents qui sont à votre disposition. On a deux résiliations de louage, le Mounier qui s'arrête et donc qui libère le
son local et la relocation à partir du 1er juin 2019 est en projet aujourd'hui par les personnes qui se sont portées pour reprendre ce local. Pourquoi faire? Brevet à l'IMO, comment? Pourquoi faire? Les Le infirmiers, local, c'est pourquoi faire? Le local, c'est des infirmières. infirmières inclinées, je crois. Dans un premier temps, avant qu'ils aillent sur le programme des traverses, il y a l'ostéopathe. Voilà, l'ostéopathe. Oui, tout à fait. Brevet l'IMO, plan du Var, quitte le plan du Var, et donc Delphine Prély et donc l'étude notariale reprend aussi les locaux. Je dois vous informer de la cession du foncier de Norté dans la convention multisite d'intervention foncière pour 303 000 € pris en charge par l'EPF et la métropole. Au passage, je signale quand même qu'il y a 0 centime de la collectivité, contrairement au hurlement que j'ai pu entendre sur le banc d'opposition à certaines fois sur la ruine que générait ce foncier pour la collectivité. Donc il est aujourd'hui propriété de la métropole et nous sommes en train de discuter avec la métropole sur ce sujet. Il y a encore, je crois, j'ai oublié les caveaux. Voilà, délivrance et reprise de concessions dans les cimetières. Il y a des concessions à perpétuité, M. Georges, M. Innocenti et M. Innocenti, Victor et Gilbert, qui ont repris chacun un caveau. Il y a une cage qui a été prise par M. Cano et un columbarium par M. Keck. Et je crois que j'avais fini pour les actions qui ont été menées par le maire dans ce programme pour lequel je devais vous donner compte. Il y a ensuite à votre disposition, comme chaque année, le rapport d'activité 2017 de la métropole. Je signalerai un document important qui reprend filière par filière tous les investissements, tout le développement, le fonctionnement lié à la métropole dans toutes les actions que fait la métropole. C'est un document qui est à votre disposition et qui est là. Je dirais simplement qu'on poursuit le désendettement et on poursuit, pour répondre sur les questions de fiscalité, même s'il y a eu une augmentation, on regarde de maîtriser parfaitement la fiscalité future de cette métropole. Voilà, j'en ai fini, donc je peux passer la parole à M. Patrick Mars, adjoint aux finances. Numéro 1. La première délibération concerne la fourniture de repas, restauration scolaire, adhésion au groupement de commandes avec le Sylvain de Banquière. Donc il s'agit de signer et de renouveler cette convention pour une durée de 4 ans. L'avantage étant que ce marché permet à la commune des économies d'échelle importantes pour l'ensemble de nos 3 écoles. Par rapport à cette délibération, il m'a été demandé de rajouter un petit paragraphe qui est un petit peu plus explicite, comme que je vais vous lire. Cette démarche a permis de prendre en considération les obligations relatives à l'intégration au repas d'aliments issus de l'agriculture biologique, ainsi que les équilibres recommandés par le plan Nutrition Santé. Par ailleurs, l'addition des besoins a permis de bénéficier de tarifs intéressants, préservant l'équilibre financier de toutes les collectivités partenaires. Donc, pour toutes ces raisons, il vous est proposé d'autoriser M. le maire à signer cette convention au groupement de commandes et souscrire au marché relatif à la fourniture de repas de restauration scolaire entre le Sylvain de Banquière et la commune de Levens. Et de nous autoriser à rajouter ce petit paragraphe que je vous ai fait lecture sur la délibération. Qui est contre? Je voulais simplement apporter un complément, oui, merci, à l'unanimité, merci. Un complément pour vous dire qu'on a réglé après beaucoup de débats, beaucoup de travail, le problème des barquettes qui étaient en plastique
et qui contenait, je cherche maintenant le mot, Bisphénol. polyphénol, voilà. Et on était déjà intervenu au niveau de la crèche, sortir les biberons. Donc là, on a sorti les barquettes. On avait le choix entre le l'inox et puis des barquettes qui sont réalisées à base de bambou embouti à haute pression, qui ont aujourd'hui été retenues pour plusieurs raisons. D'abord, une facilité pour nos personnels, moins de poids, recyclables et compostables, et qui permettent aujourd'hui d'être parfaitement en conformité avec ce qui se fait de mieux en respectant le personnel. L'inox avait l'inconvénient d'abord, il y a une polémique aux États-Unis sur le sujet. Il y a, parce qu'il faut des inox de très bonne qualité et qu'on n'a pas toujours la traçabilité d'où provient l'inox et l'emboutissage de l'inox avec des points de rouille. On a fait en sorte que nos personnels soient aussi, quand l'inox, il fallait réemballer, réexpédier, avoir une chaîne beaucoup plus longue et un coût beaucoup plus important, parce qu'on ne pouvait pas garder l'inox sale, on ne pouvait pas le laver, donc il fallait que le prestataire vienne le récupérer. Les contraintes techniques étaient très importantes. Les parents d'élèves étaient plutôt inox, et les conseils et le bureau d'études que nous avions pris, en regardant, il y a la volonté des uns et des autres, mais il y a aussi le travail à réaliser. Le choix s'est porté sur ces barquettes à base de bambou qui rendent bien service et qui ont reçu, depuis qu'on les a, l'agrément de nos personnels. Voilà ce que je voulais ajouter à ces délibérations. Oui. Elles sont à usage unique? Elles sont à usage unique et compostables. Et compostables. Donc, pour le moment, alors pour être honnête, on est en train de regarder avec Jacques comment on pourrait. Il faudrait qu'on les croie pour que ça aille mieux, donc on n'a pas de broyeur. Mais l'objectif est de les composter. Et je dis aussi qu'à travers les associations et sous couvert de Mme Bissini des écoles, on va lancer des opérations importantes avec les enfants, commençant peut-être par la maternelle, parce que déjà il y a de la récupération des restes pour aller au poulailler commun et autres, d'essayer de composter plus et d'apprendre aux enfants à trier leurs restes ménagers et les mettre à part. Donc ça, on va le regarder, plusieurs communes le font, mais Mme Bissini est en train de se pencher sur ce sujet avec les deux associations qui s'occupent d'environnement chez nous. Voilà ce que je voulais vous dire pour cet appel d'offres. Je passe donc à la délibération numéro 2 présentée par Mme Castel. La délibération numéro 2 concerne le plan de formation. Alors, comme chaque année, on reparle de ce plan de formation pour nos agents. Alors, pourquoi? Donc, ces formations, elles sont au service des projets de la collectivité. Elles sont là pour satisfaire les objectifs politiques et pour rejoindre évidemment les besoins et les demandes de nos agents. Donc, ces besoins s'articulent autour d'un plan de formation qui est exposé dans cette délibération. Et ce plan donc, permet d'anticiper le développement de la collectivité, d'améliorer ses compétences et son efficacité, évidemment, en formant les agents, d'encadrer et d'évaluer les actions de formation. Le plan de formation 2018, donc de l'année précédente, a été réalisé partiellement. Par manque de temps ou de moyens pour organiser le service pendant que les agents étaient en formation, ou parce que les actions qui ont été demandées n'ont pas été ou proposées n'ont pas été montées par le prestataire. Par exemple, je peux vous en citer deux, gestion des longues maladies et gestion des baux collectifs. Donc pour 2019, la priorité est donnée aux objectifs suivants. Donc répondre aux exigences des évolutions réglementaires, donc ça semble évident. Satisfaire aux obligations dans le domaine des formations statutaires. Renforcer l'hygiène et la sécurité au vu des activités des agents, donc ça c'est ce qu'on retrouve chaque fois. Contribuer aux évolutions promotionnelles des agents, donc on dira peut-être un petit mot en conclusion pour compléter cette information. Alors, accompagner par la formation les projets municipaux suivants qu'on retrouve sur différents chapitres, donc l'urbanisme, travaux fonciers, environnement, accueil des administrés et adapter l'offre de l'accueil des enfants dans les domaines de l'enfance et de la jeunesse à la demande et aux moyens de la collectivité.
La synthèse des besoins individuels et collectifs présentés dans le document s'articule aussi suivant plusieurs chapitres. Vous les avez dans la délibération, je vous les rappelle brièvement. Donc les formations statutaires obligatoires, les formations liées à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, ça reprend ce que j'ai dit juste avant. Préparation aux concours et aux examens professionnels, donc tu compléteras là-dessus, et formation liée au projet de la commune, et enfin, formation liée au poste de l'agent. Il y a des formations aussi personnelles qui s'articulent également en identifiant le niveau de priorité de ces formations, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Donc le niveau 1, c'est indispensable et urgent, c'est ce qui peut se faire sur l'année en cours. Le niveau 2, c'est nécessaire et urgent, ça se programme sur l'année à venir, N+1. Et le niveau 3, c'est utile et urgent, donc c'est N+2. Donc les besoins, comme on le dit à chaque fois, en formation sont recensés par les chefs de service sur la base de la nécessité du service et après consultation de leurs agents, par exemple lors des entretiens annuels. Alors les demandes de formation pour le premier trimestre. Donc on a gestion des marchés publics organisée par le CNFPT, donc ça a été accordé. Une formation aussi sur la TVA au CNFPT, donc c'est accordé. Une session annulée sur le repérage et accompagnement des compétences et de son équipe. Ensuite, acte de management, entretien professionnel, domanialité et foncier, gestion administrative des marchés publics. Pour le second semestre, les opérations d'ordre budgétaire, organisation et management des services techniques, rédaction des actes administratifs d'urbanisme, vidéoprotection, cadre légal. Donc, ces demandes sont validées évidemment par les collectivités. On attend la décision du CNFPT pour voir si ces formations vont se faire. Évidemment, ce plan de formation a été présenté au comité technique paritaire en date du 19 février 2019 et a reçu un avis favorable. Pour compléter cette information, il y a une dizaine d'agents qui ont participé aux formations durant l'année 2018. Je te laisse compléter si tu veux. Oui, on passe au vote. je vais donner l'importance de ce plan de formation. On a été, il y a 10 ans de ça, un peu le mauvais élève. Ce plan de formation a une double importance. D'abord, on inscrit beaucoup de nos personnels. Les derniers, c'est Yoann Roussel qui a été sur les marchés publics, la nouvelle législation des marchés publics. On va envoyer à la direction des finances sur les modifications de la perception de la TVA. Donc il y a un certain nombre de formations permanentes où, grosso modo, on a entre 10 et 15 agents chaque année vont à ces formations. Mais l'importance aussi, c'est l'absence de ce plan de formation pénaliserait nos agents dans le cadre de leur promotion et de leur avancement. S'il n'y a pas de plan, eh bien, il n'y a pas de bonification pour les agents qui présentent un concours ou qui s'inscrivent dans une promotion. D'où l'importance pour que nos agents ne soient pas pénalisés, mais surtout, tout simplement l'importance, et vous savez que je suis très attaché, et on a rarement refusé, même si souvent c'est très contraignant, et quand vous avez Laurence qui part sur la TVA pendant 3 jours, on est pénalisé de 50% de l'effectif, hein, donc c'est très important. Voilà, donc ce plan de formation, il est à l'approbation. Je crois qu'il y a un quota de jours obligatoire tous les 3 ans pour les agents, non ? On a des formations dans le plan, alors je ne sais pas si c'est sur 3 ans, mais on a un nombre de jours de formation à souscrire, oui, et c'est vérifié par le DNPM. C'est pas simplement on envoie ça pour faire beau et être tranquille, non, on a un suivi. Mais nous, on n'a pas de mal parce qu'il y a, bon an 10-15 agents à minima qui sont en formation et chaque année, dans les différents domaines. Donc je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité pour 2 délibérations. Acquisition de parcelles par lettre du 12 décembre 2018, M. Henri Braquet, vous le connaissez, c'est le fils de Marius Braquet, qui habitait au chemin Pouchol, souhaite céder les parcelles cadastrées D1374 et D1579, chemin Font-Mortard, entre le chemin Font-Mortard et le chemin rural pour 1 euro symbolique. Considérant qu'il est opportun pour la commune de se porter acquéreur de son foncier, il est proposé d'acquérir à l'euro symbolique ces parcelles, d'une surface totale de 400 m²,
que l'acte de transfert de foncier soit effectué sous forme d'acte administratif et de prendre en charge l'ensemble des frais tenant à cet acte, en particulier les frais de publication d'actes. Et donc de m'autoriser moi-même, adjoint au maire, à signer l'acte administratif correspondant ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'aboutissement de cette acquisition. Sur la deuxième page de cette délibération, vous avez le plan. En fait, cette demande de M. Braquet arrive suite à un bornage contradictoire concernant la parcelle 1704 qui est en cours de construction, qui a obtenu un permis il y a quelques mois, que j'ai délivré. Et donc, M. Braquet souhaitait se désengager de cette parcelle, puisqu'il y avait des problèmes d'entretien, qu'il n'habite plus sur la commune, et que donc il souhaitait transférer le bien à la commune de façon à ce qu'elle prenne en charge. D'un côté, on a un chemin rural, d'un côté, on a une voie d'accès, et entre les deux, il y a une bande de quelques mètres carrés sur une bonne longueur. Donc, tout ça, en bon gestionnaire, père tranquille, c'est par endroits, c'est en pente, par endroits, c'est plat, mais c'est le fameux chemin rural qui a été détourné sous une municipalité précédente, la nôtre, en tout cas celle de Antoine Véran, etc., par cette espèce de courbe d'arc de cercle là, que vous voyez sur le plan. Ça veut dire qu'il est absolument impossible de se promener à pied sur cette parcelle. Voilà. Donc, après, on verra ce qu'on fait, si c'est aménageable ou pas, sachant qu'on a une demande de désenclavement un peu plus loin qui peut se faire soit par ce côté-là, soit par la route de RD 14. Alors, on connaissait mes liens d'amitié avec Henri Braquet depuis notre plus petite enfance. Et sa règle, Jean-Pierre y a beaucoup travaillé, c'est un contentieux avec le père en fonction de la route. Ces petits 400 mètres carrés devaient transformer un terrain en constructible ou non constructible. Ça a été un débat incroyable avec Henri Braquet, pour ceux qui l'ont connu, c'était un personnage. Et donc on a eu des débats de folie là-dessus, qu'on va régler définitivement. Et voilà, ça c'est une bonne chose et un euro symbolique. C'est un des intérêts de la loi. Voilà. D'ailleurs, quand on a construit, on devait passer par ce chemin et Braquet nous avait interdit le passage. C'est pour ça qu'on est passé par les 14. Ça m'a rendu service aussi. Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On ferme un terrain qui est situé juste derrière le camion à pizza du stade. Quand on monte vers le pré des Cavaliers, quand on monte au chemin du pré des Cavaliers, c'est le terrain qui est juste après la pizza du stade, quelque chose près, vous avez le plan derrière. Donc, sur la délibération. Alors, la convention d'intervention foncière sur le site de la Madone a été signée entre l'établissement public et régional FACA, la métropole Nice-Côte d'Azur et la commune au titre de délibération du conseil municipal en 2012, 2015 et 2017. Cette convention est arrivée à échéance le 31 décembre dernier et l'établissement public foncier a fait savoir à la commune que l'acte authentique d'achat n'a pu être réalisé avant la caducité de cette convention. Merci. Du fait du désistement de la SAS Riviera Building Company et de M. Cassiba, qui s'était porté acquéreur de cette parcelle qui avait fait l'objet d'un permis d'aménager. À ce titre, conformément à l'article 10 de la Convention, le PFPACA a mis en œuvre la garantie d'achat par la commune à hauteur de 30%, le reste étant, au titre de la Convention, à la charge de la métropole, donc 70%, pour un montant total 30 plus 70, égale 100%, de 179 €. SAS Riviera Building et M. Cassiba ont obtenu un permis d'aménager en date du 25 janvier 2018 et 2 permis de construire pour 2 villas différentes. Un premier permis le 26 juin 2018 et un deuxième le 17 juillet 2018. Considérant l'intérêt pour la commune de solliciter le transfert des permis de construire
afin de vendre ces deux lots. Pourquoi les vendre? Les vendre plus vite pour récupérer notre mise, puisqu'au minimum on avait besoin de renflouer le PF-PACA entre guillemets de ces 30%. Considérant que les frais engagés par la SAS Riviera Building Company et M. Cassiba pour l'obtention de ces autorisations représentent un montant de 13 421 que pour récupérer les permis, on est obligé de leur verser, sinon on repart à zéro et on devrait déposer de nouveaux permis. Considérant qu'il est nécessaire d'autoriser M. le maire à signer le transfert de ces deux permis de construire, il est proposé d'autoriser M. le maire à signer le transfert des deux permis de construire pour 2 villas, donc selon les permis dont je vous ai parlé juste avant, et d'autoriser le mandatement de 13 421 € au profit de la SAS Riviera Building et de la compagnie, Riviera Building Company et de M. Cassiba. J'ai un complément à vous donner d'information. Il y a aujourd'hui, donc il y a eu un permis d'aménager et il y a deux lots. Un premier lot de 538 m² et un deuxième lot de 787 m². Sur le premier, la surface de plancher est de 90,54 m² et sur le deuxième, 81,67 m². Le prix de cession est de 189 180 € que l'on arrondit à 190 000 et les frais de notaire sont de 2 459 €. Donc, nous avons fait une estimation de prix de vente de ces terrains avec les permis dessus pour l'ensemble des deux terrains entre 240 000 et 270 000 €. Donc, si l'on fait un calcul final, le total de la transaction EPF commune est de 204 000 €. Ça, c'est la transaction entre l'EPF qui vend à la commune. Derrière ça, on aurait donc une cession des deux lots de 240 000 € dans la fourchette la plus basse, 270 000 € dans la fourchette haute, donc une plus-value soit de 36 000, soit de 66 000, soit entre les deux s'il y a des négociations, sur lesquelles on doit payer une TVA sur marge. Et donc au final, lorsqu'on intègre la TVA à payer sur la marge que l'on fait sur cette vente et que l'on intègre aussi la déduction des frais de notaire, on aurait donc une plus-value qui varie entre 20 500 et 45 500 € pour la vente des deux terrains. Donc en fait, on se porte acquéreur en sachant que c'est une affaire qui sera blanche pour nous, on ne fait pas de l'agence immobilière, mais en fait, on prend la part de la métropole de façon à accélérer le système et pouvoir vendre ces terrains le plus vite possible. Voilà. Les permis étant purgés de tout recours, donc si vous connaissez les acquéreurs, ils commencent les travaux demain matin. Voilà. C'est déjà borné les lots. Tout à fait, complètement. Ah oui. Complètement, les permis sont Il y a un accordés, permis d'aménager, il y a purgés de tout recours. Voilà. Je réponds à une question de Mme Ernst sur l'accessibilité à ces lots. Non seulement on y a veillé, mais sachez qu'on est en train de faire réaliser les études depuis l'abribus de la ligne droite des Prés qui verront la remontée jusqu'au pylône de la première maison où l'on peut pas détruire la maison, mais où il va y avoir un trottoir et un élargissement de la voie sur ce morceau-là. Hein, voilà. Donc ça, c'est en cours. Les services de la métropole des SDA sont en train de travailler pour colonner, parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'enfants qui circulent et qu'on soit libre. Mais depuis l'abribus, pour qu'on arrive à l'abribus avec un vrai trottoir en l'occurrence, qui remontera jusqu'à la villa de la première villa et on tape dans le poteau. Hein, voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci de l'opération et je remercie la métropole qui a accepté comment on partait dans des délais de folie et là il y a des jeunes ménages qui se sont portés d'ailleurs, qui regardent et on va aller assez vite. Voilà Monsieur Marc, il vous appartient maintenant de présenter les débats d'orientation budgétaire et avant de vous donner la parole, je te remercie mon cher Patrick après toutes ces années, mais c'est devenu rodé maintenant sur le sujet. Je remercie toute la commission, tout le groupe qui travaille sur le travail du budget et particulièrement Valérie, Laurence et tous ceux qui s'investissent pour monter ces documents, pour monter bien sûr le dossier de budget qui va derrière,
mais je peux vous assurer que c'est un gros travail. Donc, merci, et M. Patrick et Mme Guibaud pour l'interprète auprès des personnels de ces félicitations. C'est la parole. Tu as raison de remercier Valérie et son équipe, parce que ce sont beaucoup d'heures de travail au niveau du groupe des finances, relativement très tard le soir. Et Valérie, en plus, est venue travailler, elle était malade. Donc il faut la remercier plus particulièrement. Donc un petit rappel sur le débat d'orientation budgétaire. C'est une obligation légale pour toutes les communes de plus de 3500 habitants. La commune doit, dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget, présenter un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que la structure de la gestion de la dette. Donc le document, vous l'avez tous en joint à ce conseil municipal. C'est le même document que l'on aménage chaque année. On va parler un petit peu des perspectives économiques de la loi des finances 2019 sans rentrer trop dans le détail, sachant que la loi des finances 2019, il n'y a pas eu énormément de modifications. Et ensuite, on regardera plus particulièrement les chiffres de l'année 2018. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur le contexte national et international? On est dans un environnement moins favorable que l'année précédente. Une croissance qui est un petit peu plus faible que l'année précédente, un marché immobilier qui est normalement le fer de lance de l'activité, très dynamique en 2017 et qui serait moins porteur avec une amorce de la remontée des taux d'intérêt et des dispositifs de soutien moins attractifs. Donc, on va passer directement à la refonte de la fiscalité locale. Comme vous le savez, le transfert d'une fraction de la TVA aux régions et le début de l'exonération de la taxe d'habitation représente 22 milliards d'euros en 2017 pour 80% des ménages. Perçue par le bloc communal, la taxe d'habitation ne sera plus acquittée que par 20% des ménages d'ici 2020. L'ensemble des taxes représente pas loin de 2 millions d'euros pour la commune de Levens. Dès 2018, l'ensemble des contribuables concernés par la réforme voit leur montant de taxe d'habitation réduit de 30% par rapport à sa valeur en 2017, avec application éventuelle des mesures fiscales décidées par l'Assemblée délibérante en matière d'abattement. Cette réforme s'étalera sur 3 ans et le manque à gagner est compensé par un dégrèvement, l'État se substituant au contribuable local. Aujourd'hui, il est dit que le manque à gagner pour les collectivités sera compensé par l'État par une contribution complémentaire. Cependant, la pérennité de ces modalités de compensation demeure en question. La revalorisation des bases fiscales a, elle, été établie à 1,3% dans la loi des finances de 2018. Concernant les concours financiers de l'État aux collectivités, depuis 2014, les collectivités subissent une baisse des dotations de fonctionnement. La contribution s'est élevée de 2014 à 2017 à 11,5 milliards d'euros. Elle a donc permis de diminuer directement les dépenses de l'État avec un effet induit sur les collectivités. Je reviendrai un petit peu en détail sur un petit rappel depuis le début de notre mandat jusqu'à aujourd'hui sur ces chiffres-là. Pour notre commune, la DGF était de 837 000 euros en 2013, elle est passée à 735 000 euros en 2018, soit une diminution de plus de 200 000 euros. Quand on connaît un petit peu les difficultés que l'on a à équilibrer nos recettes et nos dépenses, 202 000 euros sur une période de plus de 6 ans, c'est vraiment important pour une commune comme la nôtre. Voilà un petit peu, donc sans rentrer plus dans les détails, la loi des finances et les perspectives économiques. Je voudrais m'étendre un petit peu plus sur les comptes de la commune, à partir du tableau que vous avez sur la page 5, qui est relativement parlant par rapport aux communes de même strate. En aparté, donc ce que je viens de vous dire, depuis les années 2014 à 2018, l'excédent de fonctionnement de la commune est passé de 761 000 euros à 873 000 euros. C'est-à-dire qu'en l'espace de 6 ans, on a dégagé 112 000 euros de plus en excédent de fonctionnement. Notre CAF, capacité d'autofinancement, a elle augmenté de 177 000 euros.
Vous ne les retrouvez pas les chiffres que je vous donne sur le tableau. On avait une CAF de 806 000 euros en 2014 et on a une capacité d'autofinancement de 983 000 euros fin 2018. Alors tout ça par rapport aux chiffres que je vous ai donnés, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas des augmentations de fiscalité, puisque la fiscalité n'a pas été augmentée et elle ne le sera pas cette année depuis le début de notre mandat. C'est uniquement la contrepartie d'une gestion rigoureuse et responsable. Concernant la dette qui revient toujours sur le tapis, ce que l'on peut remarquer dans le tableau qui vous est fourni, c'est que ce qui est consacré à la dette par les communes de même strate, emprunts bancaires et dettes assimilées, représente 74 € par habitant. La commune de Levens, elle, a une dépense de 63 € par habitant. Donc on est en dessous des communes de même strate. Les chiffres, quand on les regarde un petit peu plus en détail, concernant le fonctionnement, on a un total de charges de fonctionnement de 706 000 € pour les communes de même strate, de 917 000 €. Donc on économise pratiquement 210 000 € par rapport aux communes qui sont similaires à la nôtre. Et en produit, on est en dessous de 155 000 €. 1052 € par habitant pour 897 € pour la commune de Levens. Donc tous ces chiffres sont parlants, ils sont les conséquences de notre gestion qui fait qu'on se retrouve depuis quelques années avec un excédent qui nous permet de développer notre investissement au niveau de la commune. Et merci de le signaler, Patrick, parce que c'est des efforts, et je tiens à remercier le majoritaire sur ces éléments-là. Ce sont des éléments très importants qui ont guidé, depuis que je suis ici, avec Patrick, qui ont guidé notre action de manière à arriver là et reprendre une situation qui n'était pas celle que l'on rencontre aujourd'hui. Dans tous les chiffres que vient de citer Patrick, je voudrais faire une petite remarque, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes 4 748 habitants pour, au CA 2017, 4 876. Ça paraît pas important, c'est 128 habitants de moins. Quand vous faites la division, ça pèse. Et par la même occasion, j'insiste pour dire on peut mettre des frontières fermées, plus rien vendre, plus rien développer. Beaucoup d'entre nous avons du foncier, on peut le vendre, soit pour les retraites, soit pour les études des enfants, soit pour autre chose. Et donc, il est normal qu'il y ait un taux de renouvellement. Aujourd'hui, 128 habitants de moins, ça m'interpelle. Ça m'interpelle, et ça m'interpelle tellement, et je parle sous couvert de Mme Castel, maire adjointe, et Mme Bissini, directrice, que nous perdons une classe en alimentaire. Et qu'il faudrait plus de 23 à 27 enfants pour qu'on la maintienne. Et quand elle va être fermée, je peux vous dire qu'on va avoir du mal. Mais mon inquiétude est grande. Heureusement qu'on a quelques programmes qui arrivent, notamment le centre pour autistes, qui va amener une quantité d'emplois non négligeable, 30 ou 40, qui vont s'installer ici, puisqu'il y a, on estime, à 20-25 emplois locaux, des gens qui sont sur la commune, et qui vont permettre de nous défendre, puisqu'Éric Ciotti n'a rien pu faire, et je pense qu'on aura la confirmation de cette fermeture, même si on mène des actions pour essayer de l'éviter. Mais surtout, je suis en train de me battre pour que 2020 ne voit pas une deuxième fermeture de classe. Aujourd'hui, même les syndicats qui sont venus rencontrer Madame la directrice, Mesdames les directrices, ne sont pas plus optimistes que ça. Donc, le programme des traverses qui évolue, qui avance, qui verra peu d'augmentation de population, puisque sur les 100 logements, il y en a 30 et quelques qui sont pour la résidence senior et gérés par le CCAS à destination exclusive, sauf si on n'arrivait pas à le remplir, des gens de la commune de Levens. Donc on est plutôt en tendance baissière. Donc on me dit, mais oui, on voit des femmes enceintes de partout. Non. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, notre commune a besoin d'un peu de renouvellement. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'équipements, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses, c'est vrai que le prix du foncier, je parle sous couvert de Jean-Pierre et de M. Stas, le prix du foncier se maintient dans notre commune. Heureusement pour nos propriétaires, même si on a une légère tendance baissière, mais cela m'interpelle et on devra
réfléchir à ces positions, à ces questions, et ce ne sont pas les programmes, et j'insiste parce que j'entends tout, le contraire de tout sur le toit des travers, ce n'est pas ça qui va ramener des chiffres, on sera certainement encore en 2020 dans une tendance baissière. Voilà, c'est un élément non négligeable. Et malgré ces 128 et malgré la division importante, je remercie Patrick de l'avoir signalé, je vous remercie de la confiance que vous avez, du travail que vous avez effectué, qui repositionne notre commune, regardez dans les mêmes strates. Et encore, je vais vous donner un exemple. On aurait pu réaliser les réhabilitations des villages Esqui et Escoffier qui vont rentrer en location en avril en logement social, qui sont déjà bien sûr pris d'assaut, et notamment par des personnels du centre autiste. Ces réalisations auraient pu être faites sur fonds propres. Il se trouve que pour le logement social, la loi impose auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour obtenir les subventions de faire ce genre de prêt, et donc que nous avons réalisé, mais autrement on aurait pu le faire en fonds propres, comme nous avons acheté la propriété Baumel en fonds propres, où nous allons réhabiliter un certain nombre de choses. Donc c'est vraiment parce que nous avons une situation économique très saine, et que certes on a fait des cessions de foncier, mais on en a beaucoup plus acheté que ceux que l'on a cédés. Et ça, merci à Patrick, merci à Valérie pour tout le travail qui est fait, sachant qu'on suit les évolutions de masse salariale, qu'on essaie d'apporter du complément de bien-être à nos personnels, augmentation du ticket restaurant, formation, la cité, et notamment les nouvelles grilles de revalorisation qui vont arriver, sur lesquelles nous porterons un œil très important, et aussi de grosses réalisations, bien sûr, le Rivet, mais si je remonte, ça va depuis le Fumpench, ça va par la piscine qu'on a rénovée, ça va pour tous les travaux qu'on a fait, promenade des prés, le foyer rural qui sera le bateau amiral de la culture et de la vie associative à l'intérieur du village, et que nous avançons dans le bon sens, coopérative oléicole, et tout. Ce sont des réalisations extrêmement conséquentes que nous avons réalisées, et je le dis avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de fierté, et je tenais à vous en remercier de la confiance que vous nous avez faite. Voilà, M. Patrick, vous pouvez reprendre. Merci. Donc le bilan de l'exercice écoulé se traduit par un excédent à la fin de l'exercice en fonctionnement de 873 609 €. Cet excédent représente 3 fois le montant du capital de la dette que l'on doit rembourser, qui est de 290 000 €. En section d'investissement, on a un déficit d'un peu plus de 1 040 000 €, auquel il convient d'ajouter l'excédent de l'année 2017 de 1 590 000 €, soit un résultat excédentaire cumulé de 539 082 €. Et donc la situation globale de la commune de Levens au 31 décembre 2018, pour les deux sections, est de 1 412 691 €. Si on regarde un petit peu en détail les différents postes par chapitre, les charges à caractère général sont à peu près conformes à ce qui avait été prévu. Le montant total de ce chapitre fait un petit peu plus d'1 100 000 €. On note une augmentation par rapport à l'exercice précédent de 2,15%, avec des baisses sur les fournitures d'équipements, des hausses sur l'entretien et la réparation des bâtiments. Les coûts d'énergie sont en hausse, s'expliquant par une régularisation de facturation. Les honoraires, frais d'acte et les frais de contentieux sont toujours très élevés, ils représentent plus de 27 000 €. Les frais d'affranchissement et de télécommunication, de carburant, d'entretien, du matériel roulant sont quant à eux en baisse. Les frais de maintenance sont en légère hausse. Cette dernière a été prévue dans les crédits de 2018 eu égard aux nouveaux contrats sur les bâtiments livrés et aux réglementations et normes à respecter. Les primes d'assurance sont stables. Le marché est relancé en 2019 et attribué à plusieurs compagnies, ce qui devrait nous permettre de générer des économies sur 2019. Le poste publication, catalogue et imprimé est en hausse de 32%. Les impôts fonciers sont en hausse dus aux acquisitions réalisées, mais un audit réalisé en 2018 permettra de récupérer des produits sur des fonciers a priori qui ont été imposés à tort.
Les frais relatifs à l'instruction des permis de construire assurés par la métropole est en hausse de 40%. Sur le chapitre des frais de personnel, le total de ce poste représente 1,7 million d'euros. Elles sont inférieures aux prévisions budgétaires et supérieures de 4% par rapport à l'an passé et supérieures de 3,6% si on prend les charges nettes, c'est-à-dire en faisant déduction des remboursements maladie, maternité et prise en charge des contrats aidés par l'État. Les frais de personnel représentent pour la commune 47,5% des dépenses réelles de fonctionnement. Ce ratio reste tout de même bien en dessous de la moyenne des communes de même strate. Il représente pour le Vins 347 € par habitant pour 447 € pour les communes de même strate, c'est-à-dire 100 € de moins quand même sur le comparatif. Le poste de gardien du Rivet est comptabilisé sur l'année entière. Un recrutement d'un garde champêtre en détachement depuis le 1er décembre 2018. Un poste à l'accueil en temps plein et la titularisation d'un agent au service technique explique un petit peu toutes ces modifications et ces variations dans ce poste-là. Les charges de gestion courante sont en baisse de pratiquement 3%. Les subventions allouées aux associations sont conformes aux prévisions. Les charges financières sont en baisse de pratiquement 26% par rapport à 2017. L'atténuation de produits, l'attribution de compensation versée à la métropole figée s'élève à 164 804 €. Le FPIC, Fonds de péréquation intercommunalité de la commune, est identique à 2017, soit 24 000 €. Un prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU a été opéré à hauteur de 82 000 €. Voilà pour la partie des dépenses. Oui, alors je voudrais intervenir là aussi, l'article 55 de la loi SRU. Le reliquat cette année de 82 000 € par rapport à 160 ou 170 000 € d'appel. Monsieur le préfet est venu en visite officielle dans notre commune à confirmer l'excellent travail qui a été fait par Valérie et notamment la déclaration des publics et du privé sur le logement social qui met à l'abri pour les 3 années à venir à minima de ce prélèvement eu égard à l'article 55 de la loi SRU, et monsieur le préfet nous a confirmé que nous étions le bon élève des communes de plus de 3500 habitants sur la progression du logement social et de l'investissement qui demain pourra nous permettre, la maison de Beaumelle, ça sera du logement social, on a acquis pour ça, mais donc ces investissements-là sont déductibles et nous avions d'ailleurs un litige qui a été tranché et qui fait que nous avons maintenant la certitude que les 3 prochaines années, mais c'est plutôt 5 ans, nous n'aurons pas de prélèvement de l'article 55 de la loi SRU. Ça, c'est un élément important. L'année 2019, loi SRU, était de 176 000 € et sera égale à 0 €. Et ça, c'est important. Merci. Concernant la partie recettes, donc de fonctionnement, les produits et services sont pratiquement identiques. Ils représentent 502 300 €. Le poste impôts et taxes, les contributions directes sont très légères hausse, 1,3%. Les taux n'ayant pas augmenté, c'est les bases qui ont été modifiées. Seule l'augmentation des bases impacte le produit communal. Le ratio par habitant est de 400 €, reste toujours inférieur aux communes de même strate, établi sur 2017, soit 439 €. Les taxes additionnelles et les droits de mutation sont stables grâce à la subvention exceptionnelle du département sur le fonds de péréquation départementale. La commune a perdu la dénomination de station classée de tourisme. Perception de la dotation de solidarité de Nice-Côte d'Azur, 135 597 €, identique à l'année précédente. Une baisse significative des dotations de l'État au titre du redressement des comptes publics représente 2,4% par rapport à l'année 2017. Le versement des prestations enfants-jeunesse sont en légère baisse et les revenus des immeubles sont en hausse par rapport à 2017. Aucune cession n'a été enregistrée cette année. Sur la partie investissement, le total des dépenses d'équipement ont été réalisées à hauteur de 2,5 millions d'euros. Cela représente 533 € par habitant contre 304 € pour les communes de même strate. Sur l'année 2018, la commune a dépensé 229 € de plus
que ces communes identiques. Plusieurs équipements ont été réalisés ou complétés. Études pour la réhabilitation du presbytère, maîtrise d'ouvrage déléguée confiée à SPL Nice Côte d'Azur, l'aménagement des locaux du portal, l'installation de nouvelles caméras de vidéoprotection, des travaux dans les machineries de la piscine, des travaux du complexe sportif du Rivet, des travaux du foyer rural, travaux pour la mise en accessibilité des EPR, des travaux divers sur le parc locatif, les travaux de réhabilitation des deux villages Coffier, Gesqui et Traverse, l'acquisition du local commercial 7 Place de la République et l'acquisition d'un bien immobilier dans le centre ancien. Le montant de remboursement de la dette en capital s'élève à 290 000 € sur l'année 2018. Restitution de caution de logement pour 3 200 €. Concernant les recettes, les subventions d'équipement ont été perçues à hauteur de 420 000 €. Elles concernent majoritairement les acomptes pour le complexe sportif du Rivet. Le fonds de compensation de TVA a été perçu à hauteur de 250 000 €. Les amortissements représentent 76 000 €. L'excédent de fonctionnement de l'année précédente, donc de 2017, représente 850 000 €. L'encaissement de caution pour les logements, 5 800 €. Et un emprunt pour financer la TVA, donc un emprunt court terme de 500 000 € qui avait été budgété, n'a pas été souscrit, la trésorerie étant suffisante. Le prêt de caisse dépôt et développement pour financer les travaux des deux villas, 300 000 €. Oui, c'est sa réponse que tu disais, Tony, tout à l'heure, c'est que la commune dégage suffisamment d'excédents au niveau de ses comptes de fonctionnement pour pouvoir financer une grosse partie de ces investissements. Donc voilà pour la partie des réalisations de fonctionnement et d'investissement de l'année 2018. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, ou si vous ne le voulez pas, c'est pareil. On va passer aux tendances budgétaires et aux orientations de la commune pour 2019. Donc, la capacité d'autofinancement de notre commune est légèrement supérieure à 2017. Elle représente 873 600 €. En 2019, l'épargne devrait être maintenue sous réserve de percevoir les droits de mutation à titre onéreux issus du classement de la commune en station classée, et les dotations de l'État ne devraient guère bouger. Alors, pour revenir sur la petite phrase, là, pour 2019, l'épargne devrait être maintenue sous réserve de percevoir les droits de mutation à titre onéreux issus du classement de la commune en station classée. Il faut savoir que sur 2018, ça représente un peu plus de 300 000 €. Donc, on espère tous, autour de ces tables, toucher cette... pour 2019, pour 2018, c'est pas possible, mais il faut à tout prix que la métropole classe ce loté et que derrière le classement de loté de la métropole, nous classions le nôtre. Nous sommes 4 communes du particulier de Valérie, Levin, Saint-Étienne-de-Tinée, Isola, Saint-Martin-Vésubie, et non, il y en a une autre, je crois que c'était Ménade ou quelque chose comme ça, qui sont concernés par ce problème. Le préfet est intervenu et Éric Ciotti a suivi, c'est-à-dire que cet argent-là, le préfet le donne au département et il a demandé à Éric Ciotti, en attendant le classement, de nous reverser malgré tout cette somme-là. Voilà, c'est pour ça que pas tout le temps de fragilité. Bon. Non, de doute plutôt. Voilà, de doute. Mais non, mais c'est un combat très important. Ça a été le grand sujet de la visite officielle de Monsieur le Préfet. Ça a été un sujet important et il a donné des instructions à Madame la sous-préfète de Nice-Montagne de continuer cette année encore et Éric a souscrit. Donc dans ce contexte, l'année 2019, nous allons continuer à essayer de maîtriser les dépenses à caractère général, tout en accroissant les services rendus aux administrés dans le domaine de l'enfance, la jeunesse, le maintien à domicile de ses aînés et de la vie associative. C'est la poursuite de la non-augmentation des différents taux de fiscalité. On peut dire qu'aujourd'hui c'est acté, puisque le budget est quasiment terminé. Le maintien de notre autofinancement à un niveau toujours conséquent afin de nous permettre de renforcer nos investissements. On devrait en prévision avoir un excédent qui tourne aux alentours de celui qui a été réalisé en 2018.
Les frais de personnel seront en hausse sur le pôle sécurité par le recrutement du garde champêtre, des remplacements de maladie et de 2 agents à temps complet et d'une fin de disponibilité. Les investissements restent essentiellement financés par des fonds propres. Les décomptes définitifs des gros chantiers du Rivet seront réglés dans le courant de l'année 2019, de même que ceux des 2 villas dont la livraison est prévue dans le courant du 2e trimestre. Les travaux du foyer rural et de la salle du cyber seront largement avancés en 2019. Il conviendra également d'abonder l'enveloppe pour les études relatives à la réalisation du presbytère, les études d'avant-projet définitifs et les bilans, plans prévisionnels de financement permettront de valider l'engagement des travaux. Donc ça, c'est un petit chantier qu'on a dit qu'on allait voir avec François sur le... Qui suit le délégué à l'ASPL et qui suit ce dossier. Oui. Mais bon, moi, ce que je voulais voir surtout, c'était l'analyse du financement et des retombées financières de ce projet. Donc il y a un petit groupe de travail en tête-à-tête qui va se faire. Ça s'appelle un duo. Sur ce projet. Donc ces postes représentent pratiquement la totalité des dépenses d'équipement qui seront réalisées en 2019. Donc, mis à part ce projet de presbytère, ça va être la fin de tous les grands chantiers qui ont été mis en œuvre et qui seront terminés, pour ainsi dire, pratiquement en fin d'année, début d'année 2019. Début d'année 2020, pardon. Les dépenses à caractère... Vous suivez, là. Les dépenses à caractère général représentent pour la commune près de 30% des dépenses réelles totales. La commune devra engager de nombreux travaux d'entretien et les charges de maintenance de ces bâtiments publics et du parc locatif. Les charges financières sont abondées de l'emprunt souscrit pour la réhabilitation des villas. Les frais de personnel seront en hausse. On vient de le voir, le recrutement du garde champêtre compensé par le transfert d'un agent de Nice Côte d'Azur à l'Office du tourisme qui impactera l'attribution de compensation. Pour autant, en mai, un agent titulaire met fin à sa disponibilité pour convenance personnelle et réintégrera la collectivité. La masse salariale aux écoles périscolaires est stabilisée, mais le remplacement de 2 agents à temps complet en maladie impactera le chapitre des frais personnels et seule la longue maladie fera l'objet d'un remboursement. La commune a exclu du contrat de Grasse-Savoie la maladie ordinaire. Elle a exclu parce que le coût n'en valait pas le retour sur les remboursements qui étaient opérés. Les demandes de subventions aux associations sont en cours d'instruction, l'objectif étant de favoriser les actions conduites par les associations au profit de la population, notamment des jeunes, sport et loisirs. Sur ce poste-là, il faudra s'attendre à une augmentation de l'ordre de 15 à 20% liée à l'épreuve de VTT qui va se dérouler cet été, au mois de juin. Les orientations, le développement économique et le logement. 3 permis de construire déposés par la Maison familiale de Provence pour le réaménagement du quartier des Traverses. Logement et commerce ont été accordés. Les travaux devraient donc débuter dans le courant de l'année 2019. L'acte définitif des fonciers de l'établissement public foncier régional et de la commune est fixé mi-2019. La commune devra valider le programme de la maîtrise d'œuvre pour la création d'une salle paroissiale et de 5 logements locatifs sociaux au presbytère, dont l'opération est en maîtrise d'ouvrage déléguée à SPL Nice Côte d'Azur. Les 3 logements locatifs sociaux dans les 2 maisons situées à proximité de la gendarmerie face au Clos des Boules des Traverses seront livrés dès le 2e trimestre 2019. Ils seront livrés le 15 avril. C'est réceptionné. Voilà. Le local du restaurant de la Fourchette sera totalement réhabilité pour une mise en location souhaitée en 2019. Accessibilité des bâtiments et installations recevant du public, solidarité en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées, les travaux de mise aux normes d'accessibilité pour les bâtiments publics et qui ont fait l'objet de leur inscription dans l'agenda d'accessibilité sur 6 ans seront poursuivis cette année. De nombreux travaux seront réalisés en régie. On est en avance. Projet de création d'une résidence de service pour les personnes âgées dans le cadre du programme des Traverses qui viendra compléter le service à domicile du CCAS de la commune et les activités de l'EHPAD Chaîne de Vie des Lauriers Roses. Les actions du CCAS en faveur des personnes âgées
maintien à domicile, ateliers, fêtes, et les formations des personnels seront maintenues par l'octroi d'une subvention en conséquence. C'est conséquent. Orientation enfance et jeunesse. Oui, vous avez raison. On peut confuser, peut-être un peu plus. Donc, pour l'orientation enfance et jeunesse, les actions de la maison des jeunes et les séjours vacances pour les jeunes organisés par le Sivom Bal de Banquière seront également maintenues. Ces actions sont intégrées dans la contribution fiscalisée du Sivom. De même, les actions liées aux activités périscolaires au bénéfice des 3-11 ans seront maintenues. Sur le sport et loisirs, l'espace des sports et loisirs au Rivet a été totalement mis en service en 2018. Son entretien, sa maintenance, les frais relatifs au chauffage, à la consommation d'eau seront impactés sur l'année entière. Donc il faut s'attendre à des dépenses, et on les a prévues, plus importantes sur le chapitre 01, ce qui était dit précédemment. D'autant plus que dans l'attente de la livraison du foyer rural, le site accueillera, comme l'an passé, l'ensemble des programmations culturelles. La réhabilitation et l'extension de la salle du foyer rural sont en cours pour une livraison prévue fin 2019. Ces derniers s'accompagnent du réaménagement du jardin public et notamment de son accessibilité. La réhabilitation de nombreux locaux et sites mis à disposition de la vie associative est poursuivie afin de favoriser la pratique du sport et des loisirs dans la commune, de même que les subventions allouées aux associations seront maintenues au niveau de celles de 2018. Pour la partie la relance de l'agriculture et l'environnement, on aura de l'acquisition de foncier, redynamiser le secteur oléicole et remettre en culture les olivets, accompagner la coopérative oléicole par la mise à disposition du personnel municipal et participation aux appels à projets Agenda 21 avec l'association OZ. L'amélioration du cadre de vie de la population, poursuite de l'installation des systèmes de vidéoprotection, maintien des dépenses de fonctionnement et d'équipement, maintien des moyens matériels des services techniques et administratifs, recrutement d'un garde champêtre, poursuite de la restauration du patrimoine bâti et notamment du parc locatif. Et l'ensemble des travaux réalisés dans le cadre des compétences métropolitaines au niveau de la voirie, de l'assainissement, de l'eau potable, des transports, des déchets, dont les principales réalisations et programmations sont listées en annexe. Donc là, vous avez eu lecture de toutes les orientations qui seront prises en fonctionnement et en investissement sur l'année 2019. La traduction donc, dans les orientations du budget, concernant les charges à caractère général, on essaiera de maîtriser ces charges. Néanmoins, il conviendra cette année de souscrire l'assurance dommage-ouvrage du foyer rural. Il faudra maintenir les dépenses liées aux fournitures d'équipements pour les bâtiments. Eu égard au fonctionnement du nouveau complexe sportif, des charges complémentaires, on vient d'en parler, le poste relatif à la maintenance, assurant la sécurité, la conformité des bâtiments recevant du public, et notamment les écoles, ne pourront pas être réduits et représentent un volume de 30 000 € par an. Les frais de personnel devraient connaître une augmentation de 5% par rapport à 2018. On a, la commune emploie au 31 décembre 2018 53 agents, donc 41 sont titulaires, détaillés ici après. Pour les services administratifs, 14. Pour les services techniques, 15. Les ATSEM, 7. La police, 3. Et les services animation, 2. Oui, je donne une information. On dit 3 parce qu'on a un agent qui est en disponibilité, qui est parti à l'été et qui est toujours dans les efforts. C'est pour ça qu'on dit 3. On a 3 postes, 2 personnes. Je voudrais faire aussi une petite parenthèse. Tu as dit tout à l'heure l'investissement et je dois remercier les personnels qui s'en occupent autour de Johan Roussel, Madame Guido, il faut le dire. Nous avons plus de 50 appartements, propriété de la collectivité à l'entretien. Avec un turnover pas très important, mais souvent, dans le turnover, malheureusement, on récupère des appartements en piteux état. Donc, sur certains, on a poursuivi, on a attaqué en justice, on attend toujours les réponses, mais comme c'est déjà insolvable, je ne me fais pas d'illusions, mais nous savons, et je tiens à ce qu'on ait un gros effort de fait pour la qualité du parc locatif géré par la collectivité.
Et ça demande des investissements, ça demande un temps important. Et c'est pour ça qu'on a une équipe constituée qui change un cumulus, une chasse d'eau, recèle un volet, qui fait un très gros travail pour justement diminuer le coût d'entretien et de fonctionnement de ce parc locatif qui est très important, qui est la source de revenus très importante pour notre collectivité. Voilà, je tenais à le dire. Les dépenses de personnel, donc je vais de lister les effectifs au 31 décembre. Concernant les subventions, l'étude des dossiers remis par les associations, et là je voudrais remercier Monique et Jean-Claude qui travaillent spécialement sur le dossier des demandes de subventions de nos associations. Surtout qui vérifient la conformité. Et qui aujourd'hui, on peut quand même dire que nos associations sont rentrées dans un formalisme légal et toutes les associations fournissent pratiquement tous les documents nécessaires sur les comptes de l'exercice écoulé, les comptes prévisionnels et les attestations d'assurance. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va rester à 20 000 € près, je pense, dans les subventions qui ont été versées en 2018 par rapport à la Coupe de France de VTT qui se déroulera à Levens dans le courant du mois de juin. La commune prend en charge l'entretien et la maintenance de nombreux locaux, donc ce n'est pas valorisé, je dirais, dans les subventions, mais c'est des mises à disposition qui coûtent de l'argent à la commune. Et à ce titre, il sera sollicité le bilan des actions et comptes des dites associations bénéficiant d'une aide financière ou en nature par la mise à disposition des salles municipales. Juste une parenthèse. La coupe là, de VTT, c'est l'association qui l'a organisée? La Fédération française avec l'association derrière, voilà, tout à fait. Oui. Et portée par le conseil départemental qui nous a aidés de façon très conséquente. Et je vous invite à venir le 6 pour le lancement par Eric Ciotti de cette grande manifestation dont on a déjà mesuré l'espace de communication par des encarts de pages entières dans les revues spécialisées, dans Nice Matin. Et pour la petite anecdote, aujourd'hui, dans cette période-là, vous n'avez pas un hôtel de disponible, pas une place de camping de disponible dans le périmètre de Levens, par exemple, le Serre-Hôtel. On attend 1300 pilotes, grosso modo. Ils ont trouvé les hébergements parce que j'avais demandé une Coupe de France il y a des années et on me l'avait refusé à cause des hôtels. Absolument, et ça, toujours, il a fallu se battre pour ça. Donc c'est le Serre-Hôtel, c'est tout, mais sur Levens, on n'est pas bon, donc on travaille. Et je vous en parlerai bientôt sur le projet de la création d'un hôtel de 70 chambres, mais en tout cas, c'est la vraie problématique que l'on rencontre dans l'organisation de manifestations de ce niveau. Elle sera organisée sur 2 ans, et si le département, mais là on se retirera et on laissera faire le département intégralement, vu le site, avec le prêt, vu les équipements que l'on a en place, il n'est pas impossible que la 3e année, on ait la finale, l'épreuve finale. Mais là, ça nous dépassera un peu et là, il faut que le département la prenne en charge intégralement. Championnat de France. Sachant qu'on a le champion de France, ici, sur notre commune, et la championne de France. Voilà. Ce qui nous a aidé beaucoup. On a fédé auprès de tous les gens qu'on a reçus, et ça s'est très bien passé. Les parcours sont exceptionnels. Je suis la qualité. Oui, il a été à l'origine, il en a fait beaucoup, et j'ai connu son combat pour essayer d'obtenir cette manifestation. Voilà, je poursuis. Les autres dépenses de fonctionnement, le montant à verser à la mission de jour sera le même, 164 804 €. Ce dernier sera modifié dès lors que la CLEC aura défini les charges relatives au transfert de la compétence promotion touristique. Un agent a été transféré et électrification rurale vers le SDEC. Notre attribution de compensation à verser à la métropole sera ainsi minorée et représentera environ 13 000 € par an. Pour rappel, ce transfert de compétences est neutre budgétairement, puisque nous n'acquittons plus le salaire et l'agent en charge du tourisme et ne percevront plus les taxes finales sur l'électricité. C'est juste une question de présentation. Donc pour la commune, il n'y a pas un plus, il n'y a pas un moins. Il y aura un plus à court terme, puisque dans la négociation du contrat avec Enedis, il y a 50 millions d'euros sur 3 ans
au travers de la métropole qui permettront de réaliser de l'enfouissement et des équipements. Je tiens par la présente à vous signaler, parce que vous regardez actuellement, bon nombre de fils pendent encore coupés, mais tous les poteaux béton, tous les grands poteaux, tous les candélabres anciens, UPN, toute la filerie qui courait en façade sur les traverses jusqu'à la remontée du village et jusqu'au parking seront déposés d'ici la fin du deuxième trimestre. On est obligé d'attendre la réalisation des travaux qui sont en cours pour le maillage et le transport pour des questions de sécurité sur la route de la Roquette jusqu'à la coopérative. Et tous ces éléments-là, tous ces grands pylônes de béton vont disparaître. C'est un très très gros travail. C'est le résultat de pratiquement 10 ans de petites tranches, de petits investissements et puis d'un gros travail qui a été effectué cette année. Donc en 2018, nous avons eu à payer 90 000 euros, 82 000 euros au titre du prélèvement SRU. Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales devrait être similaire à l'année précédente. Les participations aux frais de fonctionnement des écoles seront ajustées en fonction des demandes validées pour l'année scolaire. Il conviendra de prévoir un crédit d'environ 15 000 euros sur les pertes sur créances irrécouvrables suite aux décisions d'insolvabilité des dossiers par la Banque de France. Les frais financiers sur emprunt s'élèveront à 143 000 euros et les amortissements devraient représenter environ 80 000 euros. Concernant les recettes, produits des services seront stables. Il n'est prévu aucune augmentation des tarifs des services. La commune supporte le coût environ 12 000 euros de la prestation des repas de cantine due à la suppression des contenants alimentaires en plastique et au passage au bio pour 50%. Et la commune adhère au groupement de commandes Sivom, c'est la délibération de tout à l'heure. Les recettes du périscolaire seront stables. Concernant la fiscalité, il n'y aura pas d'augmentation comme l'année précédente et comme les années précédentes de la fiscalité pour la commune. L'augmentation des rôles d'imposition, on vient de les recevoir et Valérie me l'a fait voir, on devrait percevoir environ 40 000 euros de plus que l'année dernière, lié à l'augmentation des bases. Pour rappel, la taxe d'habitation est à 15,56%, le foncier bâti 12,88%, le foncier non bâti 47,78%. Et elle devrait représenter un produit total de 1,9 million d'euros. L'État compensera à la commune les dégrèvements, puis la suppression de la taxe d'habitation. On espère simplement que l'État tiendra ses engagements. Tout à fait, c'est l'angoisse de tous les maires de France. Le produit des impôts reste nettement inférieur à celui des communes des mêmes strates, représentant 400 euros par habitant pour 439 en 2017 pour les communes de même strate. La contribution fiscalisée versée par le perçue par le Sivom-Val de Banquière impacte également les trois taxes. Le montant total de la participation s'élèvera à 330 000 euros en 2019, en prenant le résultat reporté, soit une légère hausse. Pour rappel, la contribution du Sivom résulte des coûts de revient des domaines de compétences suivants: la petite enfance pour 240 000 euros, les crèches, les relais, les assistances maternelles et toutes les actions concernant la parentalité et le handicap. L'enfance et la jeunesse, 63 000 euros. Le social en complément du CCAS, 25 000 euros. Le centre de formation, l'intervention des brigades vertes, 22 000 euros. Les intérêts des emprunts souscrits pour les travaux de la commune et confiés au syndicat, maîtrise d'ouvrage délégué, 1 500 euros. Étant précisé que l'emprunt de l'école maternelle arrive à échéance en mars 2019 et celui de la crèche en janvier 2020. C'est deux commence à voir des emprunts qui se terminent. Voilà, qui vont encore nous donner une bouée d'oxygène et plus le remboursement qu'on a prévu, tel que l'a dit Patrick, dans la cession des fonciers des traverses du prêt que l'on avait fait sur la proposition Autobruc. Donc notre endettement dès 2019 et dès 2020 va terriblement chuter et nous permettra de faire d'autres choses, parce que vous savez que moi c'est pas la dette que je regarde, c'est le service de la dette et l'investissement nécessaire à fiscalité constante. Notre rôle n'est pas de faire de la trésorerie, de la capitalisation, notre rôle est de faire avancer notre fonds. Les dotations de fonctionnement devraient être équivalentes à celles de 2018. Les revenus locatifs de nos immeubles seront en hausse.
concernant 3 logements et 2 villas seront mis en location dès le deuxième trimestre 2019. L'ensemble du parc locatif est occupé, à l'exception de l'appartement situé place de la République, laissé vacant pour réaliser des travaux dans l'immeuble, ancienne mairie, cave, et notamment les réseaux d'eau et d'assainissement à reprendre. Voilà pour la partie fonctionnement. Concernant les investissements, les dépenses d'équipement qui comprennent les reports des nouveaux crédits et des programmes à l'étude ou engagés, elles sont définies dans les paragraphes des pages suivantes, c'est-à-dire qu'on va reprendre quasiment l'intégralité des reports et des restes à réaliser en matière d'investissement des soldes de 2018. 3,5 millions d'euros restent à réaliser et seront reportés. 2,9 millions d'euros seront reportés en recettes, subventions rivées, foyer rural, bilan ancienne mairie, l'emprunt, le fonds de compensation de TVA et les ventes prévues en 2018. Le remboursement de la dette pour la commune s'élèvera à 305 000 euros et 88 000 euros pour le second bail bancaire. Au total, l'inscription des nouveaux crédits et les dépenses d'investissement devraient s'élever à près de 5,5 millions d'euros. Pour les recettes, le fonds de compensation de TVA devrait représenter 300 000 euros. L'ensemble des sessions non réalisées sera reporté. Il s'agit des terrains Porte Rouge, la Foubia, un terrain sur le chemin René Pouchol, 2 terrains à la Goumba, et de 2 nouvelles sessions seront inscrites pour réajuster la vente du foncier de la Goumba, la cession des terrains de la Fanga. Les subventions reportées sur les travaux du Rivet, du foyer rural pour la réhabilitation de l'ancienne mairie, la réfection des villas des traverses pour la création de 3 logements, aucune nouvelle subvention ne sera inscrite. Dès que le montant des travaux du presbytère sera connu et que le plan de financement sera établi, et si le programme fait l'objet d'une validation, il y a beaucoup de si pour ce programme. Les crédits seront inscrits en décision modificative du budget. Reste sereine. Reste sereine. Ah, il y a Janine avec François. Alors, vous êtes 2 donc. François, il regarde les chiffres et Janine le virage, elle prie régulièrement. Où va-t-il le miracle? Les chiffres vont s'améliorer. Miracle au presbytère. L'amortissement sera de 80 000 euros et le virement à la section d'investissement prévu sera de 873 000 euros, avec un virement prévisionnel de 700 000 euros. L'ensemble des crédits reportés en recettes sera d'environ 5,5 millions. Le programme des investissements pour la collectivité, concernant les services administratifs, climatisation de l'ensemble de la mairie, renouvellement des achats des postes informatiques, aménagement du local à archives, rayonnage, acquisition d'un véhicule pour le garde champêtre. Concernant le hameau de Plan du Var, aménagement divers de l'école, de la salle polyvalente et de la mairie annexe, poste, équipement, mobilier. Pour le foncier bâti, réhabilitation du patrimoine bâti, travaux de réfection de la salle de l'ancienne mairie et des menuiseries extérieures de l'immeuble dans le jardin public. Réfection des réseaux de l'immeuble, poursuite des travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public, avant-projet définitif de la réhabilitation du presbytère, avance à acquitter à SPL Côte d'Azur, fin des travaux de réhabilitation des 3 logements locatifs sociaux dans les villas des Traverses au-dessus de la gendarmerie, réfection du patrimoine locatif, travaux de la maison du Portal, centre culturel, travaux dans le restaurant de l'ancienne Fourchette, travaux sur le premier étage de la nouvelle coopérative rétrocédée par la coopérative oléicole pour créer le local distillerie et stockage des grillons qui alimenteront la chaudière du futur foyer rural. Pour le foncier non bâti, poursuite de l'aménagement des grands prés, fonds de concours à la métropole pour la réalisation de l'encorbellement au-dessus du vieux moulin aux Traverses, financement des actions de l'association OZ Jardin éco-paysager, atelier en faveur des enfants, projet retenu dans le cadre de Agenda 21 de la métropole. Aménagement du cimetière, construction d'une nouvelle case décennale, acquisition dans le cadre de la garantie d'achat de l'EPF des terrains de la Madone, acquis dans le cadre de l'intervention foncière du programme de la Madone. Ces 2 lots n'ont pu être acquis par le promoteur qui a obtenu le permis de construire. La commune vendra ces 2 lots avec le permis cédé par le promoteur. Concernant les écoles, travaux de sécurisation des accès et aménagements divers, matériel et mobilier, école, cantine, ALSH. Équipement sportif et loisirs, fin des travaux du site du Rivet, équipement des locaux de stockage en mobilier, rayonnage, réhabilitation et extension du foyer rural,
vidéoprotection, poursuite des installations sur le marché à bon de commande, notamment caméras nomades, pour surveiller les containers enterrés et équipements du jardin public, foyer rural. Travaux de réseau voirie, travaux réalisés en coordination avec les services Nice Côte d'Azur, acquisition de matériel et d'outillage, les services techniques. L'endettement, on arrive presque au bout. Le capital des emprunts communaux s'élève au 31 décembre 2018 à 5 960 000 euros. Le capital restant dû, souscrit par le Sivom Balbanquière, est de moins de 400 000 euros, travaux réalisés en état d'ouvrage délégué, soit un encours global de un peu plus de 6,5 millions. La commune a souscrit un emprunt de 300 000 euros l'an passé. Les frais financiers restent minimes, puisqu'il s'agit d'un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, dont le taux est fixé sur le livret A pour le financement de logements locatifs sociaux des villages des traverses. Pour rappel, le prêt de l'école maternelle arrive à échéance en mars 2019, prêt initial 657 000 euros, celui de la crèche se terminera en janvier 2020, prêt initial 416 000 euros. L'indicateur de désendettement au 31 décembre 2017, en cours de la dette sur l'autofinancement 18. Erreur. Donc c'est des ratios. Alors l'indicateur de désendettement, c'est l'encours de la dette sur l'autofinancement brut. Il est de 6 années pour la commune, le seuil d'alerte étant supérieur à 8 années d'exercice budgétaire. Donc tout va bien à ce niveau-là. Coefficient d'endettement, encours de la dette sur les recettes de fonctionnement, il est de 1,5, le seuil d'alerte étant fixé à 1,8. La commune a eu recours à l'emprunt pour financer la réhabilitation de logements locatifs, des locaux professionnels commerciaux, acquisition foncière, résidence Saint-Vincent, l'ancienne gendarmerie, plan du Var, Villa des Traverses, immeuble Bélé, ça c'est toutes les réalisations pour lesquelles on a souscrit des emprunts, l'acquisition des SSR des Lauriers Roses, divers travaux publics, les travaux de construction du Rivet et du foyer rural et l'acquisition du parc public de la Madeleine. 30% de l'encours de la dette de la commune concerne des biens qui produisent un revenu locatif. Le produit des revenus locatifs est de 513 000 euros et à lui seul, il couvre l'annuité de la dette de la commune qui est de 442 000 euros. 50% de l'encours concerne les travaux du complexe sportif du foyer rural. Le Sivom Balbanquière a souscrit plusieurs prêts pour le compte de la commune, la construction de la crèche et de l'école maternelle, des prêts de faible montant pour l'aménagement de la crèche et ses abords, et des travaux de protection du hameau de Plan-du-Var pour la chute des blocs. L'annuité du nouveau prêt de 300 000 euros, taux établi sur le livret A plus 0,6% pour les logements PLUS, égale 1,35% sur un prêt de 25 ans et représente 14 150 euros qui seront couverts par les revenus locatifs des 3 appartements pour lesquels on devrait percevoir environ 20 200 euros. Fin 2019, l'encours de la dette est de 6,2 millions d'euros. La commune devrait également solder l'emprunt souscrit pour l'acquisition du foncier des Traverses, Villa Autobrut, permettant de solder un encours de 150 000 euros dès que le prix de cession à la maison familiale de Provence aura été perçu. Je ne sais pas si on a une date pour ça, Valérie. Milieu d'année 2019. Donc on va désendetter la commune de 150 000 euros pratiquement par rapport à cette opération. L'épargne brute. Le compte administratif permet de dégager un excédent de brut de fonctionnement d'1 061 000 euros, générant une capacité d'autofinancement de 983 000 euros, supérieure à 2017. De même que la capacité d'aide du remboursement du capital de l'emprunt. Nous prévoyons un excédent de fonctionnement de 700 000 euros, sans prendre en compte le programme de cession. Pour autant, il faut rester prudent. Au risque de dégrader son épargne, la commune doit maintenir ses efforts d'économie et être prudente sur la création des services générant de nouvelles charges, sauf à impacter les taux de la fiscalité, pour lesquels une marge de manœuvre est importante et existe par rapport aux communes de même strate, tel que on vous l'a indiqué, en termes et qu'on ne souhaite pas utiliser. Pour l'instant. Pas une raison. On est bien d'accord. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. En annexe, vous avez des travaux, vous aurez des travaux réalisés
réalisé par la métropole Nice-Côte d'Azur dans les opérations d'assainissement, d'eau potable et de voirie. Alors, voilà la présentation du débat de l'orientation commerciale. Merci Marc, pour le nécessaire. Je vais revenir sur la partie travaux, donc pour vous donner une information, soit le 19, soit le 20 mai, il y aura l'inauguration de la nouvelle usine de traitement de l'eau. Donc les essais sont en train de se terminer et elle a passé toute la procédure d'essai, y compris les essais de crash test de partout. Donc on a encore un essai à faire de crash test au bassin. Mais l'usine sera en place et c'est une très très belle réalisation à l'intérieur et à la station de pompage sur le canal. C'est quelque chose de spectaculaire. Je vais ouvrir une visite parce qu'il faut le voir. C'est trois des plus gros moteurs que possède la métropole aujourd'hui qui sont installés ici pour remonter l'eau de près de 300 mètres d'altitude. Donc elle sera inaugurée là, c'est un investissement très conséquent qui dépasse 8 millions d'euros. Sur la voirie, l'assainissement, on est en train de solder la métropole et on a l'assainissement près des Cavaliers, René Pouchol qui va être réalisé sur la partie transversale, reprenant toutes les maisons qui se sont faites, où il y a Castelli, toute cette partie-là, Alex et tout ça. Nous avons en voirie, vous avez entendu parler tout à l'heure de l'encorbellement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un dossier qui est au-delà des 600 000 euros, pour lequel la commune fera deux fonds de concours, un de 90 000 euros cette année, un de 90 000 euros de l'autre côté. C'est la règle dans les grands investissements. La métropole impose que les communes financent 30% de leur participation est de l'ordre de 30%. Ça concerne tout un encorbellement autour de ce qu'on appelle le moulin Clérici, pour rejoindre les trottoirs qu'on a déjà fait et pour remonter vers le pré pour continuer ensuite jusqu'au fond des prés puisque les trottoirs sont réalisés. Nous interrogerons à travers les différents services que nous avons pour faire ce genre de consultation, Maire et citoyen, notre site internet. Ça passe par la suppression de 13 platanes, 12 ou 13 platanes. Donc les études sur les platanes nous donnent plutôt raison parce qu'ils ne sont pas en très bonne santé. Moi j'en rêve parce que les feuilles c'est une catastrophe. On est une des communes qui a le plus de platanes à tailler, à inspirer. Il y en a qui ont été semis. Comment? Oui, oui, tout à fait. Celui qu'on a coupé sur la place, c'est catastrophique. Le type qui est venu râper, il n'a pas eu besoin de forcer. Hein. Là, on a, avec Jean-Claude, on a eu une frayeur rétrospective parce qu'il était très dangereux sur la place. Donc, mais la haute autorité environnementale et la DREAL nous demandent d'avoir, donc je suis en train de discuter avec le préfet, une expertise automnale supplémentaire. Chaque fois, c'est nous qui payons le bureau d'études. Hein. Ils nous demandent, mais nous, on paie. Donc, je veux l'éviter parce que vraiment, les conclusions du bureau d'études étaient très favorables à l'abattage de ces platanes. On vendra le bois qu'on remettra aux caisses des écoles ou au secours catholique, ou on verra comment. Mais voilà, on devrait faire cet abattage le plus rapidement possible parce que cette partie-là permettrait de partir du bas de la descente dite de la gendarmerie et d'aller jusqu'au fond des prés avec un trottoir de 1,40 m. Sans réduire, au contraire, en augmentant presque la surface de circulation, en incluant dedans les deux abribus. Et donc c'est un programme très conséquent que nous lançons et qui est financé aujourd'hui, qui est budgété, dont les études ont été terminées. Et vous avez pu voir la semaine dernière, nous avons fait les sondages pour savoir quel type, soit des plaques de contrepoids, soit des micropieux, et donc on attend le résultat des bureaux d'études en fonction des sondages qui ont été faits. Voilà ce que je voulais ajouter, plus presque 260 000 euros de travaux d'enrobés au Parc Laval et dans différents lieux de la commune.
Voilà, moi j'ai terminé pour cette partie, donc on vous écoute. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la lecture et la présentation du débat d'orientation? La lecture, c'était bien. En dehors de la qualité de l'orateur, de personne ne remet en cause. Donc il va falloir prendre une délibération, c'est bien ça, Valérie? Non. Acte, oui. Une délibération, pas un vote? Non, c'est prendre acte. Prendre acte. Acte, j'ai bien dit le mot. Voilà, acte. Qui prend acte des débats Qui s'oppose? et ne souhaite pas acter les débats? Voilà. Merci à l'unanimité, bravo. Vous avez compliqué, mais chaque année on pose des questions, donc je vous remercie. Je voudrais parler en 3 minutes Très important. du PLU. Métropolitain. Le prochain conseil municipal, pas le prochain, celui qui est après le 8 avril. Le 8 avril a lieu donc un vote concernant l'arrêt du PLU métropolitain. Pour ce fait, comme vous allez être obligé ou intéressé par l'entier dossier, il va vous être envoyé par lien dès demain. Donc vous aurez 3 semaines pour le regarder. Donc il concerne à la fois une demande d'approbation du PLU tel qu'il a été arrêté par la métropole en décembre 2018, c'est-à-dire par tous les conseillers métropolitains, et les demandes des remarques et des modifications demandées par la commune de Levens par rapport à cet arrêt, puisqu'on a considéré, en regardant avec le service urbanisme et avec le maire, on a observé des erreurs matérielles, des erreurs de plume et des modifications qu'on souhaitait apporter sur des points particuliers qui n'étaient pas assez développés. Donc ça, vous l'avez demain. La conséquence est que vous ne devez pas le diffuser. La seule chose que l'on peut donner jusqu'à la date de l'enquête publique dont je vais vous parler, je vais vous donner les dates, il y en a pour 1 minute, c'est que les personnes qui vous disent « je voudrais savoir si mon terrain il devient constructible, il n'est pas constructible, ça va modifier, etc. » On peut les renseigner. On a le droit de les renseigner, mais que sur des points particuliers. Donc vous pouvez les renseigner. Éventuellement, la meilleure solution pour ne pas se tromper, c'est de les envoyer au service de l'urbanisme. Toutes les communes de la métropole ont cette obligation, et je sors d'une réunion, il y avait des réunions précédentes, et je sors d'une réunion aujourd'hui qui l'a bien confirmé. Donc aujourd'hui, il ne faut rien diffuser, c'est-à-dire pas le plan, rien, etc. Vous avez la totalité à la métropole, hein, c'est-à-dire vous avez les 49 communes, vous pouvez savoir ce qui se passe partout. Voilà. L'enquête publique a lieu du 29 avril au 19 juin. Donc, et le commissaire enquêteur, c'est celui qui nous a fait la modification du PLU récemment, il y a 2-3 ans, je ne sais plus quelle époque. M. Georges Revinci, qui connaît bien la commune, donc en fait, on a déjà discuté aujourd'hui avec lui de notre relation. Le reste, vous l'aurez dès demain dans vos emails. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a 3 journées pour lesquelles le commissaire enquêteur sera sur le VAS. Ça se passera le 17 mai au matin, le 29 mai, non, excusez-moi, le 17 mai c'est l'après-midi, le 29 mai matin et le 17 juin toute la journée. Donc l'enquête publique s'arrête le 19 juin. Les commissaires enquêteurs, parce qu'ils sont 9, dont un qui s'occupe de l'OMAS et de plusieurs communes, ils ont un travail partagé bien sûr avec un mandataire responsable de la totalité des commissaires. Donc le 19 juillet, ils rendront leur rapport. Au mois d'août, il y aura les discussions entre les communes et la métropole sur des modifications qui seront prises en compte ou pas par rapport aux personnes publiques associées, par rapport à tout ce qui peut se passer au niveau donc, des missions. Oui, en commission, ce ne sera pas une discussion publique. Et donc le PLU sera arrêté
sera approuvé, sauf si une commune votait contre d'ici là, ce qui pourrait reporter d'un mois ou deux, il sera approuvé entre le 15, logiquement, je pense, sans trop me tromper, entre le 15 et le 30 septembre 2019. Je rappelle que ce PLU métropolitain est une obligation de la loi. Et là, j'insiste et vraiment je remercie Jean-Pierre, le service d'urbanisme, Valérie, qui est à mes côtés, moi moins qu'eux, mais on fait un travail énorme. Personne associée, la commune représentera au commissaire enquêteur une trentaine de rectifications d'erreurs. Que vous aurez demain. Hein. Que vous aurez, voilà, et qui seront proposées, inscrits, que nous inscrirons. Dans le cadre de l'enquête publique, le préfet nous a donné un avis très dur et la haute autorité environnementale qui a mené l'avis dur au préfet, mais donc à nous quelque part, a compliqué énormément la tâche. Je fais partie du groupe de travail restreint qui a travaillé à la métropole et où Jean-Pierre m'a aidé à monter tous les dossiers, toutes les modifications que nous avons demandées de façon générale. Pour l'ensemble des communes et puis bien sûr toutes celles liées à notre territoire. C'est un travail considérable et l'approbation, comme dit Jean-Pierre, soit directe, soit indirecte. Et si ce PLU est à côté, c'est à mon avis 4 ou 5 ans de retard. Et pendant ce temps-là, la situation est définitivement bloquée. Plus de révision, plus de modification, plus d'ouverture à l'urbanisation, quels que soient les projets qu'on veut réaliser. Donc c'est une sclérose totale du périmètre métropolitain. Après, c'est un document évolutif. D'ailleurs, le préfet qui nous a fait la vie très dure, il a dit rien n'est gravé dans le marbre. Le lendemain, on peut le mettre en modification, en révision, mais le fait de l'approuver nous ouvre cette porte permettant de modifier. Et le préfet et la haute autorité environnementale ont été très clairs de regarder toutes les demandes, y compris en zone naturelle, en zone agricole, à condition qu'il y ait un projet structuré et avancé. On va dire, on va faire telle construction ou telle chose. Non, il faut que ce soit des projets structurés, avancés, et les services de l'État seront à nos côtés pour nous aider à faire en sorte que le PLU existant soit modifié pour accorder, si le juge bon, hein, bien sûr, mais accorder des projets. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant. Je n'ai pas de questions complémentaires. Donc je clôt le conseil municipal et je vous remercie tous et toutes.